Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, est l'invitée de Preuve par Trois. Bonsoir, Madame Bricq. Bonsoir. Et merci d'être avec nous au moment où la France peine à redresser ses exportations. Vous pourrez nous le confirmer dans un instant, et perd de son crédit par ailleurs auprès d'une nouvelle agence de notation, Moody's cette fois, après Standard & Poor's, c'était en février dernier, et on s'en souvient des polémiques de l'époque. L'urgence est donc là dans les résultats espérés des mesures pour la compétitivité et des réformes. François Hollande répète devant les maires de France que le cap est fixé et qu'il doit être suivi. Jean-Louis Prévost de l'agence France Presse, notre partenaire, nous rejoindra dans un instant, suivi de Perrine Tarnot, et qui reviendra notamment sur votre entrée mouvementée au gouvernement. Et les téléspectateurs peuvent intervenir et vous interpeller au cours de cette émission par le biais de l'application TV Check de notre partenaire également Orange. Le nouveau président de l'UMP que vous connaissez bien, Nicole Bricq, vous l'avez battu aux élections législatives à Meaux, c'était en 1997, Jean-François Copé, donc attaque la politique du gouvernement. Il parle même de son discrédit. Est-ce qu'il dit la même chose en plus violent que l'agence Moody's, Jean-François Copé? Je le reconnais bien là. Il ferait mieux de s'occuper de son parti quand même, parce que un parti aussi hiérarchique, aussi vertical, qui fait 50-50 alors qu'il a le culte du chef, ça doit pas être facile à diriger. Oui, mais vous reconnaissez là le cogneur que vous avez affronté en Seine-et-Marne? Ah ben, écoutez, moi je l'avais croisé il n'y a pas très longtemps à Meaux. Et il me dit, tous les journalistes disent que je vais être battu. Ben, je lui dis, c'est bon signe. Puis je vous connais, vous êtes très bien organisé. Bon, je ne me suis pas trompée. Cela étant, ce qui arrive à l'UMP ne peut réjouir personne. Parce que au travers de ce discrédit quelque part... Vous renvoyez le mot de discrédit. Oui, ça attire l'attention sur quelquefois la fragilité des partis politiques qui sont indispensables à la vie démocratique. Et nous avons besoin d'une opposition forte qui fasse des propositions, qui se projette un peu. Si l'UMP va passer son temps à se quereller pour telle ou telle fédération, pour tel ou tel sujet qui va les diviser, ça ne profitera qu'à ceux qui sont les ennemis de la démocratie. Donc je ne m'en réjouis pas. Deux options après ce qui s'est passé. Certains même au sein de l'UMP ont parlé de farce à la suite de cet exercice démocratique, la désignation d'un nouveau président pour ce parti. Donc vous réjouir ou vous déclarer navré, vous choisissez la seconde option. Je pense qu'on ne peut pas se réjouir, mais je voudrais quand même rappeler à M. Copé qu'il n'était pas le dernier à critiquer le processus des primaires qu'avait engagé le Parti socialiste. Et nous l'avons réussi, ce processus. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une dynamique qui a porté François Hollande aux portes de la présidentielle et qui a permis qu'il soit élu. Donc j'attends que l'UMP soit capable de faire l'exercice démocratique que le Parti socialiste a réussi. Nicole Bricq, si on compare l'élection mouvementée du nouveau président de l'UMP à la désignation à la soviétique du nouveau patron du PS, là il n'y a pas photo quand même. Ben, ça pose le problème. Est-ce qu'il faut faire un congrès après des élections présidentielles? Il faut que le Parti socialiste se présidentialise. Je n'ai pas peur de le dire, qu'il prenne la mesure de ce que c'est que d'accéder à la présidence de la République. Il n'y est pas encore et l'exercice quand même réussi de Toulouse était quand même meilleur que celui de Reims. Voilà. Est-ce que la victoire de Jean-François Copé est une bonne nouvelle pour François Hollande, qui a affirmé son cap social-démocrate, si on se place dans une perspective, par exemple, de rapprochement avec le centre, évidemment? Ah oui, vous faites allusion à quoi? Et je fais par exemple allusion aux déclarations ici même, il y a une semaine, de François Bayrou, qui le premier s'est réjoui de la tonalité de la conférence de presse du chef de l'État. Dans la difficulté où la France est, avec notamment tous les problèmes que nous avons à surmonter pour redresser la France, son économie dans la justice, on n'a jamais trop de soutien. On n'a jamais trop d'appui. Si François Bayrou l'apporte, eh bien tant mieux, mais je souhaite que beaucoup d'autres appuient les initiatives que prend le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec le Président de la République. Vous seriez favorable donc à un ralliement en bonne et due forme de François Bayrou, qui a considéré que plus que jamais son vote en faveur de François Hollande était justifié? En politique, on se détermine par rapport à un enjeu et par rapport à un programme.
Et on dit si on est d'accord ou pas. Ce n'est pas à moi de dire Il l'a si... dit, mais vous dites, eh ben, on peut l'accueillir. Il a dit, vous savez, il tape un coup à droite, un coup à gauche, François Bayrou, hein, j'ai remarqué. Et bon, c'est un homme libre. Il a dit que le pacte de compétitivité pour la croissance et l'emploi qu'a présenté le gouvernement était une bonne décision et qu'elle était courageuse. C'est exactement ce que c'est. Bien. Donc, mais ces propos ne vous font pas peur, comme à l'aile gauche du Parti socialiste, qui s'inquiète en disant « Ouh là là, peut-être que demain, il y aura de nouvelles alliances avec le centre. Hein ». Oui, mais écoutez, on est dans un vrai sujet en ce moment. Tous les efforts du gouvernement sont tendus vers cet objectif qui passe par le redressement économique, pas pour redresser l'économie, mais parce que si on veut avoir un modèle social à la hauteur des besoins des Français, il faut être capable d'engager ces réformes. Donc de rassembler. Et donc il faut rassembler autour d'un objectif qui n'est pas celui du Parti socialiste, qui est celui de la France. Et il se trouve que l'exercice du pouvoir nous a mis en responsabilité. Oui. Il faut l'assumer pleinement et accepter les soutiens absolument, quand ils viennent d'ailleurs. Bien sûr, à une politique, bien sûr, il en faut. Et même parler, on en a besoin. Et même parler d'unité nationale, comme le fait François Bayrou. Moi, ça ne me gêne pas de parler d'unité nationale. Vous savez, tous les jours, je vois des entreprises. J'en ai vu encore dans mon département aujourd'hui. Hier, j'étais avec elle à Strasbourg et je vois que les chefs d'entreprise et leurs salariés sont mobilisés dans un objectif. Donc, je prends ça pour un message d'optimisme. Il faut que la France profite de ses atouts, de sa mobilisation. Et c'est vrai que c'est un effort national. D'accord. Bon, on va vous parler haut et clair. Nicole Bricq, vous approuvez le cap social-démocrate. Est-ce que vous iriez jusqu'à... Je l'approuve pas, j'en suis une. Bien sûr. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à applaudir un virage social-libéral de François Hollande? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. La politique de l'offre, les entreprises d'abord, la production avant de redistribuer. François Hollande ne prend personne par surprise. Je me souviens de l'engagement qu'il a pris le 25 janvier, quand il a présenté au grand public ses propositions. Et il était déterminé à relever ce pays et son économie. Et il était déjà, et depuis longtemps, social-démocrate. Donc il n'y a pas de virage de l'engagement de François Hollande. Tout doit être mobilisé. Et la situation est grave. Je crois que mon petit portefeuille, qui est essentiel, puisque c'est un marqueur de nos déficiences. On va en parler donc, plus. Oui. le tocsin est sonné avec les 73 milliards de déficit du commerce extérieur et c'est la mobilisation générale. Bien sûr. Dites-moi, alors du coup, on laisse de côté, bon déjà, les communistes, ils ne sont pas montés dans le wagon du gouvernement, mais les écologistes qui estiment qu'il y a un après-rapport gallois et qui sont là en participant sans soutenir, vraiment, il faudra les abandonner un jour alors. Les écologistes ont deux ministres au gouvernement, Madame Duflot et Monsieur Canfin, et qui ont l'air parfaitement épanouis dans l'exercice du pouvoir. Madame Duflot met en œuvre la politique du logement qui a été préparée du reste par le Sénat. Rappelez-vous, la proposition de loi avait été votée au Sénat, donc elle a été élaborée ici. Donc elle a l'air parfaitement à son aise. Et Monsieur Canfin, avec qui je travaille beaucoup, puisqu'il s'occupe de la coopération, de l'aide aux pays en développement. Je le croise très souvent, il est très souvent dans des pays où je vais aussi, oui. A l'air parfaitement à son aise. Bon. Donc il n'y a pas de problème écologiste au sein du gouvernement. Bien. On s'aperçoit quand même qu'il y a peut-être un recentrage, je poursuis sur cette idée, Nicole Bricq, de François Hollande, qui a reconnu la liberté de conscience des maires, qui pourront, s'ils le désirent, pour un problème de conscience, ne pas procéder à des unions de personnes du même sexe. Ça apparaît quand même comme un recul par rapport à sa proposition de mariage gay. Non, la loi sera votée. Le Conseil des ministres l'a approuvée, elle sera votée, c'est un engagement. Mais les maires pourront ne pas la mettre en œuvre à titre personnel. Mais vous savez, les maires, ils ne font pas tous les mariages. Oui, mais pas pour des problèmes de conscience, pour des problèmes d'emploi du temps peut-être. Quand un maire ne veut pas faire un mariage, il le délègue à un de ses adjoints. Mais pas pour un problème de conscience. Mais pour un problème d'emploi du temps ou je ne sais quoi, mais franchement, Nicole Bricq, non. Moi, écoutez, vous estimez que les maires peuvent en conscience ne pas unir des personnes d'un même sexe? Alors, je ne sais pas si c'est un problème de conscience c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Mais je peux comprendre que tout ce qui touche à la famille,
renvoie à un imaginaire que chaque individu peut se faire de cette famille. Donc je comprends que ce soit des réformes de société qui posent des problèmes à certaines personnes. Donc on les fait, mais moi je la prends, à moitié. Je la prends, non, la loi passera, elle sera appliquée et je la prends, cette loi, comme un accès à l'égalité de ceux qui l'ont demandé. J'ai vécu l'épisode du Pacs, j'étais députée. D'accord. Octobre 98. Oui, ça, mais attendez. Là, on en a entendu de la part de l'opposition, de droite, mais des horreurs. On en a entendu encore ce week-end. Et 13 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Que ça ne fait plus problème, l'UMP. On nous avait prévu le pire. Demain, si des couples gays veulent se marier et que le maire de leur commune refuse, pas sûr que les adjoints suivent. Alors, donc, ce sera une réforme à minima, à moitié appliquée. Non, elle s'appliquera. Le maire, il fera ce qu'il fait d'habitude. Il choisit, en accord avec ceux qui lui demandent explicitement de faire ou de ne pas faire. Il fera pareil. Si c'est sa conscience, il le clamera peut-être pas sous tous les toits, mais il a la liberté de faire ou de ne pas faire, comme aujourd'hui. Et moi, je veux que la loi s'applique parce que elle satisfait à un désir profond d'égalité. Ça vous embarrasse finalement ce sujet? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vous réponds moi. Je réponds pas pour les autres. Ça m'embarrasse pas du tout. Je vous dis, on a fait le Pacs, on nous avait prévu. La loi va être votée, vous le rappelez, mais les maires en conscience pourront ne pas la mettre en œuvre, à titre personnel. Mais ceux qui veulent se marieront. La loi s'appliquera, mais le maire la fera ou la fera pas, le mariage. Peut-être qu'ils ne pourront pas dans leur mairie. Oh, ça m'étonnerait. C'est certainement le cas qui se produira. Ça m'étonnerait. On va revenir à Moody's d'un mot encore, parce qu'on s'aperçoit quand même que l'argument de l'héritage Sarkozy, qui a été mis en avant dans un premier temps par Pierre Moscovici, ne tient pas, Nicole Brixi. Ensuite, tous les arguments qui sont mis en avant par l'agence de notation, vous revendiquez, votre ancrage social-démocrate, peut-être même social-libéral. Peut-être, je suis social-démocrate. Social-libéral, j'ai dit, aussi. Oui, mais c'est vous qui le dites. Et voilà, vous le confirmez? Non, je suis social-démocrate. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Très bien. La démocratie comme moyen et le social comme but. L'agence Moody's considère que le pacte de compétitivité ne va pas permettre à la France d'aller vers plus de croissance, plus de compétitivité. Écoutez, j'ai lu toute la notation. Oui. J'ai pris connaissance parce que, vous savez, c'est toujours nuancé une notation. Oui. Et il ne faut pas prendre un argument, le sortir de son contexte. Ils ont bien argumenté pour expliquer pourquoi ils nous privaient de Absolument, mais la vie est très nuancée. Reconnaît que le pacte de compétitivité est un premier pas, mais il appelle à des réformes encore structurelles. Oui, sur le marché du travail, par exemple. Oui, mais il y a une négociation qui est conduite sous la houlette de mon collègue Michel Sapin. Et je sais qu'elle se déroule mieux qu'on aurait pensé. Les partenaires sociaux sont conscients de l'enjeu. Ça consiste à sécuriser les parcours au travail et en même temps à donner plus de souplesse aux entreprises. Donc les réformes de structure arrivent. Et je pense qu'elle peut arriver à bon terme avec la signature. Sinon, il y aura une loi. Donc on a commencé, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on est là. Et une notation, c'est toujours une photographie à un moment donné. Donc l'argument qui consiste à dire que c'est l'état de la France aujourd'hui, il est juste. Du reste, quand Moody's dit dans son annotation, pour ce qui concerne mon portefeuille, que les échanges commerciaux qui sont essentiellement européens de la France avec ses partenaires, et comme l'Europe ne va pas très bien au point de vue croissance, eh bien, on a des difficultés qui se répercutent dans notre économie. On va en parler plus avant maintenant. Donc, c'est un jugement exact. Bon, très bien. Vous avez cité Michel Sapin, vous êtes un peu la ministre des mauvaises nouvelles comme lui, puisque mois après mois, vous annoncez les chiffres du commerce extérieur qui plongent. Donc on va en parler avec Jean-Louis Prévost. Vous allez répondre dans un instant aux questions de notre confrère de l'agence France Presse. D'abord, on fait le point sur ce qui explique ces très mauvais chiffres, où l'on retrouve bien sûr la perte de compétitivité, le recul du nombre d'entreprises qui exportent dans notre pays, entre autres facteurs. C'est l'enquête signée de François Goulin. C'est devenu un gouffre, ce déficit commercial français, plus de 67 milliards d'euros cette année, et cela fait 10 ans que ça dure. Il s'agit de la différence entre importation et exportation, et ce qu'il révèle, c'est que les entreprises françaises ont bien du mal à écouler leurs produits à l'étranger.
Pour Yannick Maudet, la raison est simple, la concurrence des Chinois est la cause de tous les maux. Cette artisane de la porcelaine a vu son business grignoté d'année en année par les breloques venant de l'Empire du Milieu et qui menacent désormais un patrimoine national. Je pense que c'est un danger. Il faut quand même protéger notre savoir-faire. On continue à former dans des écoles d'art des jeunes, des apprentis. Ce sera pourquoi s'il n'y a plus d'artisans pour les recevoir et retransmettre leur savoir. Taxer fortement les importations de porcelaine chinoise, comme vient de le faire la Commission européenne, est une excellente initiative, selon cette chef d'entreprise, qui regrette cependant qu'elle ne soit que provisoire. Dans cette autre PME, on prépare les colis à livrer. Ce qui va partir aujourd'hui, c'est pour la Martinique, Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Brésil. Ces matériaux de construction, Alain Vézère les vend aux quatre coins du monde depuis 20 ans. Et pour ce vieux briscard de l'export, le vrai problème, c'est la paperasse, les lourdeurs administratives qui rebutent les patrons français. C'est carrément le parcours du combattant, hein. Même remplir un dossier pour la COFAS, donc d'avance sur recette, et puis qui en plus couvre vos dettes au cas où vous n'arriveriez pas à réussir, c'est des semaines de travail, hein. Ça devrait être plus simple, plus simplifié. Quand vous faites le premier dossier, pourquoi pas? Mais là, on a l'impression, à chaque fois qu'on change de pays, de rappeler à chaque fois la même chose. Handicapés par les coûts, les risques d'impayés, un euro fort, une concurrence parfois subventionnée par les États comme la Chine, les entrepreneurs français sont de plus en plus frileux à se lancer dans la bataille de l'exportation. Seuls 9% des entreprises de l'Hexagone ont relevé le défi cette année. Voilà, Jean-Louis Prévost de l'agence France Presse est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir Madame la Ministre. Vos questions à Nicole Bricq. Alors, Madame Bricq, François Hollande, la semaine dernière, nous a prévenu que le chômage allait continuer à augmenter pendant une année. En ce qui concerne le commerce extérieur, est-ce que vous allez nous dire ce soir peut-être qu'il va continuer à se creuser? Bon, je le suis mois par mois, comme vous savez, et j'ai vu les derniers chiffres, et sur les 8 premiers mois de l'année, le déficit est moindre qu'à la même époque l'année dernière. Mais, j'ai un objectif, celui que m'a fixé le Premier ministre, qui est qu'à la fin du quinquennat, nous retrouvions l'équilibre de notre commerce extérieur hors énergie, parce que la facture énergétique est extrêmement lourde. Donc ça fait que l'objectif que j'ai, c'est de gagner entre 25 et 27 milliards d'euros à l'exportation. Et à partir de là, j'ai défini une stratégie et je présenterai très bientôt mes priorités d'action concernant le couplage de l'offre commerciale française, qui est d'excellence dans beaucoup de domaines, avec les priorités pays. Et est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un peu? Parce que l'Allemagne, par exemple, n'a pas de ministère du commerce extérieur. Pourtant, sa balance commerciale est largement excédentaire. Ces entreprises sont largement compétitives et dynamiques à l'exportation. Comment vous allez faire en France toute seule un peu pour redresser cette situation? Je ne suis pas toute seule parce qu'il y a des réformes structurelles à faire pour rendre notre économie plus compétitive et je compte sur tous mes collègues et notamment les collègues du pôle économique à Bercy. Et je sais que Arnaud Montebourg est particulièrement mobilisé, je travaille avec lui pour la structuration des filières. Mais je voudrais dire que par rapport à l'Allemagne, la ministre du Commerce extérieur, j'ai remarqué que c'était Madame Merkel. Madame Merkel était hier en Russie, elle était avant-hier en Chine, elle signe les contrats et quand elle se déplace, eh bien effectivement, elle a tout son tissu industriel derrière elle. Donc le fait qu'il n'y ait pas de ministre du Commerce extérieur n'empêche pas que ce soit un souci constant des autorités allemandes. De la même manière que j'ai noté qu'ils n'avaient pas de dispositif de crédit impôt recherche, mais qui déposaient plus de brevets que nous. Ils ont une industrie forte qui s'est trouvée bien placée au moment où les pays émergents comme la Chine ont eu besoin, dans leur marche à l'industrialisation forcée et rapide, de bien d'équipements. Ils étaient montés en gamme, ils ont pu vendre leurs produits. Mais je pense que la nouvelle étape, notamment dans ces marchés émergents, va plutôt se tourner vers une offre française de qualité. Alors est-ce que cette préoccupation n'est pas s'imprégnée dans l'esprit de vos collègues du gouvernement de réussir à promouvoir toutes nos exportations à l'étranger? Et chaque fois qu'il y a un déplacement, on pourrait imaginer qu'un ministre se fasse en même temps le VRP de nos industries. Mais écoutez, moi je le fais.
Chaque fois, je me déplace et j'emmène avec moi des petites et moyennes entreprises. Parce que je sais que pour elles, c'est plus difficile. Alors, il faut réorganiser la chaîne de l'export. Ça commence déjà par le territoire national. Je l'ai dit, mes pilotes sont les régions. Avec les chambres de commerce, elles s'organisent pour sélectionner, repérer les entreprises, les porter jusqu'à la porte de l'exportation, où là, elles pourront aussi être aidées par la Banque publique d'investissement qui va avoir un volet international avec des crédits démocratisés, accessibles aux PME et en même temps du capital, parce qu'une entreprise qui exporte, elle a besoin de fonds propres solides. Vous avez des exemples concrets, parce que sur les pays émergents qui sont en pleine expansion, jusqu'à présent, on a l'impression que la France est un peu frileuse, que nos entreprises se retiennent un peu et qu'elles préfèrent exporter chez nos propres proches voisins européens. Mais il faut être en Europe. Il faut être en Europe parce que nous y vendons des produits à forte valeur ajoutée. La bataille est rude, mais évidemment, il faut, comme l'a dit Moody's du reste, peut-être diversifier notre offre et être présent dans les pays émergents. J'ai identifié 47 pays. Il faut choisir des priorités d'action qui correspondent au grand savoir-faire français. Je les résume en 4 grands pôles. Tout ce qui concerne la ville durable, où nous avons une offre vraiment, que ce soit en termes de transport de proximité, en termes d'efficacité énergétique, en termes d'eau, de déchets, vraiment exemplaires. Tout ce qui concerne des besoins nouveaux, notamment portés par les pays en croissance où émergent des couches moyennes qui veulent mieux se nourrir, mieux s'alimenter. C'est tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Tout ce qui tourne aussi autour de la santé, du matériel médical, de la cosmétique, de la pharmacie, de la parapharmacie. Il va y avoir l'accession de ces couches moyennes à tous ces biens et tout ce qui touche à un secteur ô combien important. Ma collègue Pellerin le sait très bien, le numérique et tout ce qui va avec. Quatrième secteur, c'est... Donc, ça en fait 4, hein, je l'ai dit. Oui. Hein. Et pour l'Europe, on a reproché à PSA ou à Renault d'exporter surtout en Grèce, au Portugal, en Espagne, dans des pays qui ont donc été touchés par la crise. Est-ce que vous croyez que ce reproche est justifié ? Écoutez, j'étais en Russie il n'y a pas 10 jours, j'ai vu que les ventes de Peugeot explosaient. J'étais au Maroc, j'ai vu que Renault y avait installé une usine parce que je suis favorable à la colocalisation. Il faut être près de son marché. Il faut en même temps fournir une gamme de services tout autour. Donc je vois que l'internationalisation des entreprises qui sont le constructeur automobile peut marcher pour autant qu'on cible bien les pays, qu'on ait des bonnes alliances. Et en même temps, je sais que nous avons dans le secteur automobile des équipementiers très performants. Qui sont bien organisés et qui conquièrent des marchés avec les constructeurs français, mais aussi par la qualité des produits et des services qu'ils mettent en œuvre. Vous ne vous laissez pas abattre par les mauvais chiffres que vous annoncez, donc mois après mois, c'est pour vous donner du cœur à l'ouvrage. Non, parce que vous voyez, je comprends tout à fait votre impatience, mais toutes les réformes de structure que nous avons engagées, et il y en a dans le pacte de compétitivité qu'a présenté Jean-Marc Ayrault, notamment toute la réforme des financements à l'export. Nos financements ne sont pas assez compétitifs. Et la loi de finances rectificative, qui sera votée avant la fin de l'année, commence à les réformer. Les Allemands ont un dispositif qui est celui de financeurs directs, qui leur permet d'avoir des crédits moins chers. Eh bien, il faut qu'on ait la possibilité de le faire pour des contrats qui pourraient nous échapper. Donc ça, on le fait. Et en même temps, il faut qu'on soit très attractif, la France. Et je note que nous sommes quand même le premier pays d'accueil des investissements étrangers en lieu de production industrielle. J'ai visité la semaine dernière une entreprise tout près d'ici, Sorin, italienne, qui fait du matériel médical très haut de gamme. J'étais à Bordeaux vendredi, j'ai vu une entreprise qui fait... Non, mais il y a de l'énergie. Du plan compétitivité que vous évoquez, Nicole Bricq, hein, donc les 20 milliards d'euros de crédit d'impôt qui sont offerts aux entreprises. L'Institut Rexecode a regardé les choses de près, a fait ses calculs. Sur les 20 milliards, il n'y en a que 4 milliards
pour l'industrie, qui est le secteur que vous évoquez là, et qui lui est exposé plus que les services au grand vent de la mondialisation. Il n'y a pas un problème là? Il y aura un dispositif fiscal qui sera introduit dans une loi de finances. À ce moment-là, on aura une étude d'impact et on verra. C'est pas parce que Rexecode. Pour l'industrie manifestement dans ce non, alors plan attendez. compétitivité. Alors, si vous me donnez une minute, je peux vous répondre. Parce que je crois que aujourd'hui, segmenter l'industrie sans regarder les services, ça n'a pas de sens. Parce que les services aux industries font partie d'une chaîne de valeur ajoutée et se retrouvent à l'export. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est que où gagne-t-on par la qualité d'un produit. Et la qualité d'un produit, elle est dans le produit lui-même, mais aussi dans son design, dans son marketing. Et ça, c'est du service aux entreprises. Et je trouve que cette segmentation n'a pas beaucoup de valeur. Comme à l'export, le coût et le hors-coût, ça n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi on vous achète un produit ? Parce que vous avez la qualité et le prix en face. Madame Rick, j'ai dans la poche un objet que j'aimerais bien vous montrer, comme des millions de Français. Voilà, c'est un briquet. Voilà, vous vous en doutiez, ce briquet est fabriqué en France. On ne fait pas de pub moi, à la j'allais télé. pas dire le nom. Il est fabriqué en France à Redon, mais il est quand même intéressant parce que c'est peut-être un objet en voie de disparition, tout simplement parce que le patron de BIC, Monsieur BIC, a décidé ou a menacé de réexaminer ses investissements si l'Union européenne ne lutte pas plus contre les importations de briquets chinois. Alors, est-ce que les Français vont pouvoir continuer à se servir de briquets fabriqués en France ? Alors, tout à l'heure, il y avait un reportage sur la porcelaine. Oui, vous avez vu que la Commission, c'est le même cas, que la Commission dit les industriels ça ne aimeraient va que la Commission pas, se fâche sur beaucoup de secteurs. Vous avez raison. Moi, j'appuie complètement la déclaration du patron de BIC. Ce que je veux dire, je ne veux pas qu'il s'en aille, il va rester, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique commerciale, elle est européenne vis-à-vis des pays tiers à l'Union européenne. Et c'est vrai que pendant une quinzaine d'années, elle a quand même été très naïve, cette politique commerciale. Nous l'avons dit, Arnaud Montebourg et moi-même. Et qu'il faut qu'elle se reprenne. Parce que, justement, il faut qu'on ait de la réciprocité dans les échanges. On ne peut pas continuer à se battre. Nos entreprises ne peuvent pas se battre si elles n'ont pas les mêmes armes que les autres. Donc, chaque fois qu'on pourra faire constater une pratique anti-dumping, il n'y a pas que l'anti-dumping, il y a aussi les aides d'État dont bénéficient des entreprises de pays tiers. Mais chaque fois que la réciprocité ne sera pas au rendez-vous, il faut engager des procédures. Il faut que l'Europe se fasse respecter. L'Europe, c'est avec les États-Unis la deuxième puissance commerciale du monde. C'est une force de marché. Il faut s'en servir. Et moi, je vais rencontrer le commissaire au commerce extérieur pour la deuxième fois vendredi. Et nous avons un conseil des ministres du commerce extérieur le 29. Et demain, je fais une communication sur la politique commerciale en conseil des ministres. Et je peux vous dire que la France, qui est quand même la deuxième économie d'Europe, elle va faire entendre sa voix en la matière. Et que la pratique libérale, il faut le dire, des accords de libre-échange, c'est terminé. Et que nous ne signerons un accord de libre-échange désormais qu'à partir du moment où on nous démontrera qu'il y a la réciprocité. Et est-ce que vous êtes entendu par l'ensemble de nos partenaires européens ? Alors ce n'est pas facile. J'ai fait le tour des capitales européennes entre deux voyages au long cours pour trouver des alliés de la réciprocité. Mais par exemple... C'est dur. Oui, c'est dur. Non, je ne suis pas seule parce que j'ai recensé quand même plusieurs pays qui sont d'accord avec moi. Donc pas des moindres, l'Italie de Mario Monti, l'Espagne, la Pologne où j'étais avec le président de la République la semaine dernière, pas des moindres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une occasion d'avoir une arme dans la poche dans les négociations avec les pays tiers. C'est de donner droit à la déclaration du Conseil européen de juin, réitérée en octobre, à savoir que les États doivent permettre l'aboutissement du règlement de la Commission qui nous donne un accès identique à celui que l'Europe offre sur les marchés publics. Il y a 12 milliards à la clé. Nos entreprises aujourd'hui ne peuvent pas concourir à armes égales sur les marchés publics des pays tiers. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour le Japon, c'est vrai pour le Canada. Voilà. Il n'y a pas que la Chine. Les Chinois sont prévenus. Nicole Bricq arrive avec Arnaud Montebourg. Merci.
Jean-Louis, d'avoir été avec nous ce soir. Perrine Tarnaud arrive maintenant, Perrine de Public Sénat. Juste avant ce rappel d'un épisode marquant de la formation du gouvernement Ayrault, Nicole Bricq. Et oui, c'est resté bien présent dans votre mémoire à vous aussi. Je parle de votre exfiltration express du ministère de l'écologie sur la question du pétrole offshore. Alexandra Collineau. Ce 22 juin, dans la cour du ministère de l'écologie, l'ambiance est pesante. Au revoir. Merci. Après seulement un mois d'exercice, Nicole Bricq passe la main à Delphine Batho. Son débarquement lui a été annoncé la veille par téléphone. Ce jeu de chaises musicales a été orchestré quelques jours auparavant, pendant le sommet de Rio. François Hollande, qui l'accompagne, ne lui a rien dit. Elle, qui affirmait avoir des appuis de poids au sein du gouvernement, s'est retrouvée face à un mur, celui du forage pétrolier en Guyane. 10 jours après sa nomination à l'écologie, Nicole Bricq refuse de signer le lancement de ces forages et demande une remise à plat des permis d'exploitation. Mais les navires sont déjà en route. Entre 8 et 10 milliards d'euros d'investissement de Shell et Total sont en jeu. 600 emplois attendent. L'industrie pétrolière gagne la bataille. C'est vrai, il y avait des arguments techniques qui pouvaient justifier le maintien, notamment le fait que le contrat était signé, qu'il y avait un dédit important. Bon, ça, ce sont des choses qu'on peut entendre. Après, est-ce que pour autant cela justifierait, parce que j'utilise le conditionnel, une telle décision, d'autant plus que l'année d'avant, nous étions toutes et tous, y compris le Premier ministre, à dénoncer ces forages en Guyane. Mais Nicole Bricq a aussi commis un impair politique, car elle n'a pas averti Matignon de cette décision. L'ancienne sénatrice, au caractère réputé tranchant, ne s'est pas pliée aux règles imposées par sa nouvelle fonction. C'est une personne qui s'efforce d'aller jusqu'au bout. Naturellement, elle a cet abord un peu ingrat, il faut le reconnaître, et elle ne semble pas faire d'efforts particuliers pour gommer cet abord ingrat. Nicole Bricq a finalement accepté le portefeuille du commerce extérieur, se refusant au moindre commentaire, mais s'assurant qu'elle garderait le même rang protocolaire au sein du gouvernement. Les forages en Guyane, eux, ont débuté comme prévu en juillet, 15 jours après le remaniement ministériel. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Il y a des mots qui vous ont surpris dans ce reportage. Vous allez pouvoir réagir, Nicole Bricq. Bonsoir Nicole Bricq. Il est ingrat, Philippe Marini, de vous traiter ainsi, vous, son ancienne rapporteure à la Commission des finances qu'il préside. Il connaît son métier. Hein. Mais vous connaissez bien aussi. Son sujet, c'est vous, là. Et moi, j'aime bien Marini parce qu'on débat. Oui. Voilà, argument contre argument. Votre couple était célèbre voilà. Au Sénat. Bon, mais quelquefois, il est de mauvaise foi aussi. Hein. J'ai remarqué. Sur vous, sur votre caractère. C'est votre caractère quand même. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Non, mais votre caractère, lui, il n'a pas changé. Lui, n'a pas changé. Je ne me laisse pas faire. Ça, c'est vrai. Bon, je ne vais pas me changer. Hein, comme disait le général de Gaulle, à 67 ans. Moi, à 65, je ne vais pas changer. Oui, je ne me laisse pas faire. J'ai des convictions. Je les défends. Pour revenir à cette affaire de votre changement de poste au tout début du gouvernement Ayrault, pour revenir sur cette promotion, comme avait dit à l'époque Cécile Duflot, sympa les femmes dans le gouvernement, on peut dire, ça c'était entre parenthèses. Est-ce que vous pensez que cette exfiltration de l'écologie vers le commerce extérieur était due justement à votre caractère? Non. Écoutez, il y avait quand même un gros trou dans le premier gouvernement. Ne pas mettre de ministre du commerce extérieur, ça faisait tâche quand on avait à l'époque 70 milliards de déficit et qu'aujourd'hui on en a 73 sur l'année 2011. Mais c'est pas pour ça que vous êtes passé de l'écologie au commerce extérieur. Je pense que c'était un bon choix. De me choisir moi. Voilà. Sur le coup, vous ne disiez pas vraiment ça. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de cette affaire parce que j'ai une philosophie de vie, je regarde toujours devant. Et j'aime la vie. Donc j'aime le corps à corps avec la vie. Donc je n'ai aucune tendance à la morbidité. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas la rancune. Je suis comme ça. Donc j'ai affaire... L'amertume? Jamais. Non. Quand vous êtes, je ne connais pas. Quand vous êtes avec François Hollande, très honnête, à Rio, il sait qu'il va vous débarquer, il ne vous dit pas un mot.
Bah, il a autre chose à faire. Il avait à rencontrer le Premier ministre turc. C'était autrement plus important que de s'occuper de Madame Nicole Bricq. Mais sur le fond, quand même, est-ce que vous avez perdu le ministère de l'écologie en raison de votre volonté de remettre à plat ces permis d'exploration? Je ne sais pas. Est-ce que je regarde? Vous n'avez jamais eu d'explication de la part du Premier ministre ou de François Hollande? Je n'en cherche pas, j'ai tellement à faire. Mais je voudrais quand même signaler que quand le Premier ministre a fait, début juillet, sa déclaration de politique générale, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il mettait à l'agenda du gouvernement la réforme du code minier. Je me suis toujours battue pour la réforme du code minier. Ça me paraît le plus important. Et c'est acquis. Mais les décisions Donc mon passage a été utile. Oui, mais les décisions de remise à plat justement de ces permis en Guyane, pour finir cette question, ces décisions avaient été prises en accord avec Arnaud Montebourg. Pourquoi vous avez été sanctionné, entre guillemets, et pas lui? Est-ce qu'il a plus de poids politique? Je demander ça. D'abord, je considère pas que c'est une sanction, parce que la fonction que j'occupe, elle est passionnante. Je suis engagée à Bercy. Ce qui n'est pas pour me déplaire, franchement, sachant ce que je fais, faisais il n'y a pas si longtemps. Donc ça m'intéresse parce que ça participe au relèvement de la France. Et je pense que tous les efforts du gouvernement sont tendus vers ce relèvement de l'économie française. C'est capital. Alors une question plus légère avec notre partenaire Orange et leur application TV Check, une question de Zied. Il paraît que vous détestez prendre l'avion. Est-ce que c'est faux. De là à hésiter, c'est une légende. C'est une légende. Je préfère le train. Oui, parce que on peut se déplacer, voilà. Mais je ne vais pas en train à Moscou, je ne vais pas en train à Nairobi, voilà. Mais c'est faux, c'est une légende. Bon, voilà, pour nos téléspectateurs. Des questions. C'est aussi une bonne nouvelle pour le commerce extérieur. Et voilà, des questions peut-être plus politiques, Nicole Bricq, avec notamment la forte mobilisation ce week-end contre le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes. Est-ce que la position qui reste inflexible du gouvernement, du gouvernement, attendez, il y a eu des tas de procédures. Voilà, enfin bon, je vais vous en dire un mot quand même de tout ça. Alors, je vous laisse. Mais comment on trouve justement la porte de sortie dans ce conflit qui dure depuis maintenant des années et qui est en train là de s'enliser et de prendre un autre aspect? Je pense que, connaissant bien les collectivités locales, c'est souvent qu'elles doivent faire des arbitrages lourds et qu'elles font coût-avantage. Un projet économique, c'est un projet économique sur la façade atlantique ouest. C'est un projet économique, c'est un projet de développement. Elles veulent le faire, elles pèsent le pour et le contre par rapport à des zones naturelles. Et il y a souvent ces arbitrages à faire. Alors, est-ce qu'il faut sanctuariser, ad vitam aeternam, des zones naturelles au nom de la nature? Est-ce qu'il faut faire des choix économiques? Je pense qu'après réflexion, après une longue réflexion, les élus ont choisi de donner l'avantage à l'économie. Je les comprends. Je les comprends. Ce sont des arbitrages difficiles qui se présentent là-bas et qui peuvent se présenter, y compris en Île-de-France, je le sais, et qu'à chaque fois, l'arbitrage est difficile. Oui. Le choix a été fait, il est assumé. Il faut qu'il aille à son terme. Même s'il faudra aussi certainement conserver le premier aéroport, celui qui existe actuellement, puisque Airbus a construit une usine juste à côté, a investi plusieurs dizaines de millions d'euros et qu'il aura toujours besoin de cette piste pour faire... Comme je vous l'ai dit, je pense que la réflexion qui a présidé à la décision des élus a été sérieuse et elle est assumée par les édiles. Vous avez dit tout à l'heure que les ministres écologistes avaient l'air heureux au gouvernement. Oui. Oui. Ils manifestent contre une décision soutenue par le gouvernement. On l'a vu ce week-end. Les ministres dans les manifestations. Monsieur Canfin a apporté son soutien. Est-ce qu'on peut quand même avoir des verts dans les manifestations et des verts au gouvernement? Cécile Duflot revendique d'ailleurs elle-même cette position. Elle dit que c'est une position historique dans l'histoire politique française. La manifestation n'a pas été interdite. À partir de là, comment voulez-vous dire est-ce qu'on peut être dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et manifester avec des pancartes contre Jean-Marc Ayrault? C'est très mal de manifester contre le Premier ministre, que je soutiens à fond. Voilà, en tant que Premier ministre. Est-ce qu'ils doivent choisir les Verts ou pas? Eux-mêmes se posent la question. Jean-Vincent Placé s'est ouvertement posé la question du maintien des Verts au gouvernement. Jean-Vincent Placé se pose des questions tous les jours. Il est patron du groupe écolo au Sénat. Bon, il suit ou il précède ses troupes, c'est son affaire. Madame Duflot, Monsieur Canfin, ils sont ministres. On a l'impression qu'il les précède un peu quand même, hein?
Bah ça, Pas au voilà, sentiment. bon, mais peut-être qu'il est rattrapé quelquefois aussi par ses troupes. Allez, une autre affaire, celle des gaz de schiste que vous connaissez bien aussi, Ouais. Nicole Bricq. On a l'impression que le ton du gouvernement a un petit peu changé. Est-ce qu'on va pouvoir se passer des gaz de schiste en France? Bah, écoutez, il doit y avoir un débat énergie. On va, à l'occasion du nouveau mix énergétique, la France, pareil, un engagement par rapport au nucléaire. Il faut regarder ce débat sereinement et dedans, il n'y a pas de tabou. Donc le débat sur le gaz et le pétrole de schiste, il faut l'avoir. Ce que j'observe, c'est toujours pareil. La réforme du code minier m'apparaît essentielle comme piste pour sortir par le haut de toute cette affaire. Parce que il faut permettre, comme le rapport Gossman l'avait fait, de consulter le public, de consulter les élus. Oui, mais... il faut des procédures démocratiques. Et il faut aussi se poser la question comment on fait pour nos entreprises, notamment ce qu'on appelle les électro-intensives, comment elles peuvent garder de la compétitivité au travers des prix de Non, mais quand vous l'énergie étiez dans qui l'opposition, sont moins forts que d'autres pays concurrents. Oui, et puis on voit quand même les États-Unis qui exploitent aujourd'hui les gaz de schiste. Ils gagnent des marges de compétitivité. Ils ont une énergie qui est bien meilleure marché. Est-ce que ça, c'est pas un exemple à Mais ça suivre fait partie en du débat, période de ce que vous crise? dites. Ça fait partie du débat. Nous étions en Pologne avec le président Qui de la exploite République. les gaz de schiste. Qui n'ont pas commencé, mais qui explorent, Qui explorent. des gaz de schiste. Ils pensent qu'ils n'ont pas l'Eldorado qu'on leur avait promis. On n'est pas là pour favoriser les cours de bourse des opérateurs à New York. Hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour se poser les bonnes questions. Et donc, quel est le bon mix énergétique? Quels sont les besoins de l'économie? Quels sont les avantages qu'on peut donner à notre industrie, notamment, parce que l'énergie, ça coûte cher à certaines industries. Il faut qu'on puisse les garder en France. Donc ça fait partie du sujet. Et donc encourager et continuer la recherche en France. Bah, pour trouver l'instant, des méthodes d'exploitation. Pour l'instant, écoutez, il y a eu une décision qui a été prise, qui a été rappelée par le président de la République, pas de fracture hydraulique. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais il a ouvert la porte aux chercheurs, c'est important. Vous espérez qu'un jour on puisse dire le gaz de schiste à partir du moment est où une la filière technique d'avenir. d'exploration n'est pas celle qui fait des dégâts environnementaux. Donc la preuve est dans le camp de ceux qui veulent le faire. Elle n'est pas dans le camp du gouvernement, ni du président de la République. Très bien. Dernière question, je reviens d'un mot. Perrine, sur votre changement de titre ministériel dès le début du gouvernement Ayrault. Finalement, peut-être c'est paradoxal, puisqu'on a beaucoup reproché le manque d'autorité à Jean-Marc Ayrault. Vous en avez été sa première victime de son autorité. Moi, écoutez, est-ce que j'ai une tête de victime? Franchement, non. Comme disait ma mère, il vaut mieux faire envie de pitié. On reproche beaucoup au Premier ministre son manque Je d'autorité. suis ministre de plein exercice, j'ai un portefeuille exaltant, un objectif très difficile à atteindre, c'est un challenge pour moi et je le prends personnellement. Eh ben, c'est formidable. Et vous n'avez pas forcément la tête de la victime, mais en politique, il faut savoir rester imperturbable, n'est-ce pas, Nicole Bricq, quelles que soient les circonstances. Merci, Perrine. Merci, Madame la ministre du Commerce extérieur. Bonsoir à tous et à très vite.